Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de se présenter une fois encore devant les chers auditeurs de la 98.7 Océan FM dans l'émission Océan Politique. Nous saluons au passage le directeur de la radio et l'ensemble de ses collaborateurs, plus particulièrement le personnel. À la présentation de cette émission, votre ami Abdou Diouf. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de recevoir deux invités qui sont également des collaborateurs. Il s'agit de Mamadou Mbodj et de Moussa Niang, analystes politiques et respectivement analystes politiques et journalistes. Bonjour, M. Mbodj. Bonjour, M. Diouf. Bonjour Moussa Niang. Bonjour Abdou. Alors, je vous passe la parole, vous laissant vous présenter à nos chers auditeurs et vous pouvez les saluer en même temps. Allez-y, Mbodj, M. Mbodj. Ok, bon, chers auditeurs, c'est M. Mbodj Ibrahima, donc chroniqueur de la radio, analyste politique. Voilà, merci beaucoup. Merci, Moussa. Voilà, Moussa Niang, journaliste, rédacteur en chef de la radio, et par ailleurs chroniqueur. Voilà, chroniqueur polyvalent. Ok, il est en même temps le rédacteur en chef de cette radio. Alors, abordons le sujet le plus brûlant de cette semaine. Parlons d'abord de l'actualité politique phare de la semaine, à savoir la dissolution de l'Assemblée nationale par Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous avons tous écouté le Président dans son discours évoquer trois raisons de la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous, on va décortiquer ces trois raisons-là en allant étape par étape, n'est-ce pas, M. Mbodj, M. Niang? Alors, la première raison, donc la dissolution est faite, est actée. La première raison, le président Bassirou Diomaye Faye brandit le refus de la majorité de tenir le débat d'orientation budgétaire. Alors, quelle analyse faites-vous sur cette première raison? Parce que trois raisons ont poussé le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Ok, bon, concernant le premier point, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire, là, à mon avis, l'opposition, l'actuel le Benno Bokk Yakaar vraiment a montré toutes ses limites en termes de manque de patriotisme. Même si vous avez une dent contre l'actuel régime, prétextant qu'ils ont pris par exemple le pouvoir, parce que le débat d'orientation budgétaire, ça c'est dans l'intérêt de tous les Sénégalais, de tout le peuple sénégalais. Donc je crois savoir que c'est à partir de ça qu'on trace des grandes orientations concernant le budget. Et refuser de vouloir voter le budget concernant le débat d'orientation, c'est un manque de respect notoire aux Sénégalais, mais c'est aussi manquer de patriotisme, parce que ça consiste en blocage concernant le vote du budget. Et en tant qu'opposition, moi je pense que là ils ont vraiment failli, ils ont montré toutes leurs limites. Et le président Bassirou Diomaye Faye a tout à fait raison de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous ne croyez pas que ce blocage-là, ils l'ont fait de manière délibérée pour pouvoir empêcher le nouveau gouvernement de dérouler son programme? Cela va sans dire. Parce que vous savez, le Benno Bokk Yakaar, c'est le mauvais perdant. Parce que le Benno Bokk Yakaar, pour eux, c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui est à l'origine de tout leur déboire. Donc il faut tout faire pour contrer ce Michel-là. C'est-à-dire qu'ils ont une dent contre M. Ousmane Sonko. Et ce qu'ils oublient, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, d'accord. Mais le débat d'orientation budgétaire, ça c'est l'affaire des Sénégalais. Tout à fait.
Ce n'est pas une affaire de régime ou bien de parti ou bien de parti politique. C'est une affaire du quotidien des Sénégalais. Donc c'est à partir de là que pratiquement qu'on prend toutes les dispositions pour essayer de chercher entre certains éléments du budget, comment gérer, comment planifier, etc. Et ne pas refuser de voter le débat d'orientation budgétaire, c'est vraiment, à la limite, c'est irresponsable. C'est un manque notoire de patriotisme. Et là, ils ont fait une erreur monumentale. Donc, le président, vous voulez dire que le président a raison sur eux? Le président a tout à fait raison de dissoudre l'Assemblée nationale, aussi bien sur eux, mais c'est que sur d'autres aspects aussi. Parce que on reviendra sur les autres aspects. Ok. On maintient d'abord le premier point d'abord. Moussa, qu'est-ce que vous ajoutez là-dedans, sur ça? Oui, par rapport à la loi d'orientation budgétaire, ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale à travers ce blocage, en tout cas, moi, ne m'a pas surpris. Ne m'a pas surpris dans la mesure où, si vous vous rappelez le règlement intérieur qui est caduc, quand Ousmane Sonko a demandé que ce règlement intérieur soit revu et corrigé, et ça a pris du temps parce que, comme vous le savez, la déclaration de politique générale demandée par les députés était impérative. Mais quand par la suite Ousmane Sonko a posé ces conditions qu'il faut revoir le règlement intérieur, et l'opposition qui est majoritaire à l'Assemblée nationale a trouvé que ceci était un blocage parce qu'il ne voudrait pas se présenter. Alors, comme que également le régime voudrait à travers cette loi d'orientation budgétaire montrer un tout petit peu ce que sera demain, comment ils vont planifier, comment ils vont organiser le budget de manière générale. Ils ont trouvé cette bonne occasion pour faire un blocus. Et puis ce blocus n'a été qu'un maillon de la chaîne. Parce que ce qui s'est passé ensuite, on le sait, il fallait immédiatement aller vers cette dissolution parce que tout simplement, le gouvernement ne pouvait plus faire passer ces lois comme il le désirait. Parce que cette loi d'orientation budgétaire a porté préjudice à notre pays à travers donc les partenaires internationaux. Et donc, comme l'a si bien souligné le président Bassirou Diomaye Faye. Donc, la cohabitation avec l'opposition, c'était tout à fait prévisible. Et ce qui est arrivé, c'était une situation de blocage. D'ailleurs, le président l'a rappelé plusieurs fois. À chaque fois qu'on a voulu faire passer des lois dans l'intérêt, peut-être dans l'intérêt de la nation, comme à travers la dissolution du HCCT au Conseil de collectivité territoriale, comme la dissolution également du Conseil économique, social et environnemental qui n'a pas pu passer. Tout cela est considéré comme un blocage de la part, en tout cas, de la majorité présidentielle. Donc, le président a bel et bien besoin aujourd'hui d'une majorité pour faire passer ces lois et pour aller vers ce changement, un changement qui a été bien promis, qui est une promesse électorale, mais il faut absolument avoir cette majorité qui va vous le permettre de construire comme vous l'avez en tout cas planifié dans le programme. Ok. Restons toujours sur le premier point, sur le refus de la majorité de tenir le débat d'orientation budgétaire. Monsieur Mbodj, je reviens à vous. Alors, les attentes sont nombreuses. Les populations attendent que leurs difficultés soient prises en charge. Alors, les députés de l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale veulent mettre en mal le gouvernement avec les populations, empêcher au nouveau régime de dérouler son programme. Qu'en dites-vous réellement? Mais vous l'avez bien expliqué, mais aussi explicité, quoi. Est-ce qu'ils devaient se comporter ainsi? Non du tout. Parce qu'ils ont été élus par les populations. Tout à fait. Alors donc, ils doivent être là-bas pour les populations. Pour les populations. Pour le bien-être des populations. Le bien-être des populations. Voilà, pour régler les problèmes des populations, pour trouver des voies et moyens, des solutions adéquates, idoines,
pour les problèmes des Sénégalais. Mais cette opposition-là, ce qu'elle a oublié, c'est que c'est une opposition qui est là, qui doit s'opposer, certes, mais c'est une opposition qui est là, mais qui doit contribuer au bon fonctionnement, non seulement des institutions, mais aussi œuvrer de manière à ce qu'il n'y ait pas de blocage qui puisse impacter directement le vécu ou bien le quotidien des Sénégalais. Ça, ils l'ont oublié. Certes, opposition qui doit s'opposer. Il faut s'opposer. L'opposition est faite pour s'opposer. Ok, tout à fait. Mais s'opposer sur quoi? Mais si c'est pour l'intérêt national... S'opposer sur quoi? S'opposer sur des questions essentielles. Ok, s'opposer sur des questions qui méritent d'être opposées, d'apporter une opposition. Mais s'opposer, par exemple, sur le problème des Sénégalais, sur voter un budget qui permet, par exemple, aux Sénégalais par exemple, de mieux se former, de mieux vaquer à leurs occupations, de mieux, par exemple, de mieux financer les plateaux médicaux, par exemple, au niveau des hôpitaux, pour mieux financer l'éducation, la santé, etc., etc. Donc, aussi tenter que ce soit de boycotter ce vote-là, c'est vraiment c'est avoir une affaire aux Sénégalais. Et là, franchement, l'opposition a voté et ils ont donné, disons, l'occasion rêvée à l'exécutif, à monsieur le président de la République, de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors là, c'est l'un des points. Alors la deuxième raison, la raison numéro 2, le président évoque le rejet par la majorité d'une révision constitutionnelle visant la suppression du HCCT et du CSE, Conseil économique, social et environnemental. Alors là aussi, quelle analyse faites-vous? Là aussi, bon. Moussa l'a même évoqué tout à l'heure, l'a brossé, mais il faut qu'on aille dedans. Ok, d'accord. En fait, là aussi, disons, l'exécutif leur a piégé et ils sont tombés dans le piège, malheureusement. Parce que le président ou bien le régime en place savait pertinemment qu'en déposant cette loi-là, que l'opposition n'allait pas voter ça. Mais il fallait les mettre en mal avec l'opinion. Tout à fait. Il fallait les mettre en mal avec l'opinion, faire croire à l'opinion que regardez ces gens-là qui sont là, qui disent que des républicains, une opposition républicaine, ils rament à contre-courant des intérêts de la nation. Parce que le Conseil économique, social, environnemental, le HCCT, ils disent que ça constitue deux gouffres qui peuvent régler d'autres problèmes. Et donc supprimer ces deux institutions-là permet à l'exécutif de pouvoir économiser au moins entre peut-être 15, 20 à 25 milliards qui auraient pu servir par exemple à financer des projets de jeunesse, etc. etc. Maintenant, l'opposition qui refuse carrément de dissoudre ces deux institutions-là, donc cette opposition-là, elle est tous républicaine. Donc ils sont tombés dans le piège. Encore une fois, ils ont donné les armes au président de la République pour dissoudre l'Assemblée nationale et en toute quiétude. Okay. Malheureusement pour eux. Donc vous êtes avec ceux qui disent que c'est des institutions budgétivores. Oui, ça c'est vrai. Regarde l'opposition, qu'est-ce qu'ils ont analysé comme qu'est-ce qu'ils ont avancé comme argument. Ok, nous on est d'accord de dissoudre l'Assemblée, de dissoudre l'HCT, on est d'accord de dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais vous, l'exécutif, il y a les fonds politiques, il y a les fonds communs. Il faut aussi supprimer ça. Mais ça, ce n'est pas une raison, ce n'est pas la même chose. Mais un État a besoin de fonds politiques. Et puis les fonds communs. Mais vous croyez que le président peut se lever un bon matin et supprimer les fonds communs? Non, c'est pas une chose aussi aisée que ça. Donc tout ça, c'est du dilatoire, quoi. Et ils sont tombés dans leur propre piège. Ils auraient pu, par exemple, nous, en tout cas, du moment que ce régime-là vient d'arriver, ils ont été élus par les Sénégalais à hauteur de 54,%. Donc c'est un régime qui est là, qui est légitime. Donc nous n'allons rien faire qui soit de nature vraiment à constituer ou bien à créer un blocage. Et là, vraiment, ça c'est beaucoup plus réfléchi, quoi. Mais tout aussi, quand l'exécutif prend des décisions, quand l'exécutif demande par exemple
surseoir, ou bien quand l'exécutif demande par exemple d'annuler, ou bien pour l'intérêt du peuple sénégalais, ou bien pour l'intérêt des Sénégalais, ou bien pour l'intérêt de la société, et donc eux ils refusent carrément de s'y adhérer, là ça pose franchement problème. Ouais. Et ils ont refusé ils ont refusé le rejet. Et ils ont le rejet d'une révision constitutionnelle visant la suppression de ces deux institutions-là. Mais finalement, ce qu'on a constaté, le président de la République a finalement signé le décret en limogeant les deux têtes. Les deux têtes de ces institutions-là. Vous savez ce que vous en dites quoi? Ce que l'opposition a oublié. Moi, je pense qu'ils ont oublié ça, et c'est ça ce qui est fondamental. Ils ont oublié qu'actuellement, ils n'ont plus le pouvoir. Sûrement, ils ont oublié ça. Ils n'ont plus le pouvoir. Le Benno Bokk Yakaar n'est plus au pouvoir actuellement. Ils sont dans l'opposition. C'est actuellement le PASTEF qui est au pouvoir avec ses alliés. Quand le PASTEF débarque avec une proposition de loi ou bien un projet de loi, si tant est que ce soit, mais il faut les accompagner. Ils ont été, le PASTEF n'est pas là par hasard. Ils ont été portés au pouvoir par 54, des Sénégalais. Ça, c'est une légitimité. Il faut leur accepter cela. Même si vous estimez que vous avez été lésés, ce sont eux qui vous ont pris le pouvoir. Aussi dur, aussi que cela puisse être. Ok, mais sachez que le PASTEF est là de par la volonté de Dieu d'abord, mais la volonté aussi des Sénégalais. Des Sénégalais, de la population. Tout à fait. Alors Moussa, vous rajoutez quelque chose sur ce point-là, le rejet par la majorité d'une révision constitutionnelle visant la suppression du HCCT et du CESE. Oui, ça aussi c'était tout à fait normal, hein, parce que c'est dans la logique des choses. Quand on voit cette opposition qui a été harcelée à maintes reprises, tout ce qu'ils ont vécu en termes de violence, évidemment, si cette opposition prend le pouvoir, le climat ne peut pas être clément. C'est ce qui se passe. Donc, je me retrouve quelque part qu'on est dans un combat de boxe. Hein, et voilà, ils avaient reçu des coups. Aujourd'hui, c'est au tour c'est à eux de jouer et de leur donner des coups. Et ben voilà, je crois qu'on soit conscient que ce sont des coups. Même en tout état de cause, c'est de la politique. Hein, c'est de la politique. Parce que tout simplement, le président pourrait, le nouveau régime pourrait attendre évidemment de faire ces élections anticipées et puis de revoir comment il faut réorganiser toutes ces institutions, même s'ils sont taxés d'être budgétivores, on peut les réorganiser, les réorienter. Mais je vois évidemment qu'il y a une dent contre eux parce qu'ils sont là-bas, ont été nommés par le président, par l'ex-président Macky Sall. Donc ce qui se passe, c'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre naturel des choses. Ils ont besoin également de gouverner, de gouverner largement en ayant les coups des franches pour vraiment exécuter leur politique. Alors, ce que je veux savoir, c'est-à-dire que si ces institutions restent, c'est-à-dire que le HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, alors s'ils restent, alors ces institutions-là, elles vont financer leur propre parti politique parce que ce sont des institutions qui ont les moyens, capacité financière extraordinaire. Là-bas aussi, il y a un enjeu de taille, alors il fallait attaquer directement ça. En fait, moi, avant d'attaquer ça, je voudrais souligner un point qui me paraît assez important. Allez-y. Parce que beaucoup de Sénégalais, j'ai entendu quelque part des analystes politiques, des hommes politiques, dire que bon, aussi bien les deux partis, aussi bien l'opposition, aussi bien le pouvoir, ils n'ont pas voulu vraiment aller dans le sens du dialogue, quoi. Parce que le président Wade qui était là, qui a pris le pouvoir
entre les mains des socialistes. Des socialistes. Ils n'avaient pas la majorité, mais ils ont aussi trouvé des bonnes formules pour pouvoir continuer à faire passer leurs lois en attendant les prochaines échéances. Mais est-ce que c'est le même contexte? Je reviens, mon cher ami. Allez-y. Macky Sall aussi, il a bénéficié de la même situation avec le régime libéral. Libéral, tout à fait. Mais ce que les gens ignorent, comme l'a si bien dit tout à l'heure votre collègue, votre ami Moussa Niang, mais entre le PASTEF et le Benno Bokk Yakaar, c'est un combat de gladiateurs. Ouais. C'est un combat de titans. Tout à fait. C'est comme disent les garçons là dans le langage de la rue. Dara du sedd. Le plus faible va mourir. Le plus fort va l'emporter. C'est un combat de gladiateurs. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment que ce sera très difficile. Parce que on a entendu le président dire que on ne va pas faire de règlement de compte, mais il y aura bien des réductions de compte. Donc, cela veut dire quoi? L'ancien président qui avait dit que j'ai les dossiers, voilà, j'ai mis mon coude sur certains dossiers. On pense que cela ne va pas arriver. Cela veut dire que ils vont trouver également toutes les bonnes formules de les exécuter. Exécuter par rapport à leur gestion des deniers publics. Et même si moi, à leur place, j'allais faire une certaine tolérance. Tolérance ne veut pas dire qu'on va les laisser, on va pas faire la lumière. Mais je pense que quand on va jusqu'à bloquer des comptes, quand on va jusqu'à interdire certaines, même personnalités de sortir du pays, je trouve quand même, à travers ces gestes-là, que quand même il y a du fainéant. Il y a quand même un règlement de compte. Même si on peut... Est-ce que vous croyez que c'est véritablement des règlements de compte? Bon, même si on met un peu la forme, mais c'est bel et bien ça. Je crois qu'aujourd'hui, parce que même si on a entendu certaines organisations internationales dire il ne faut pas porter atteinte à leur vie privée, il ne faut pas porter atteinte à leur honneur, je crois que tout cela est bon, mais moi, à leur place, je les conseillerais en tout cas d'aller à l'essentiel. D'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Le peuple aujourd'hui, ils ont été élus sur la base d'un programme. Les Sénégalais veulent aujourd'hui que leur vie change par rapport à beaucoup de choses, à l'emploi, par rapport également à la justice sociale. Et voilà, tout cela, les Sénégalais rêvent de voir leur vie changer par rapport à la conjoncture. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça l'essentiel. On n'a pas besoin vraiment de cette guerre politique, entre guillemets, parce que le temps passe et qu'au moment où nous parlons, il y a l'immigration clandestine. On reviendra sur ça. Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont plus espoir. Mais Moussa, donc la vie est encore toujours chère, etc. Donc nous ne sommes pas encore sortis, en tout cas, du tunnel. On n'a pas encore vu le bout du tunnel. Donc on a besoin, pour eux, d'aller à l'essentiel et quand même de faire preuve de dépassement. Mais comment aller à l'essentiel? Là où vous devez passer à l'Assemblée nationale pour dérouler votre politique, et que les députés qui sont là-bas, majoritaires à l'Assemblée nationale, alors bloquent. Voilà, c'est parce que nous sommes dans une situation. Là, vous êtes obligé en tant qu'exécutif, normal, alors, oui. Voilà, d'essayer de dissoudre cette Assemblée nationale. Ça fait normal. Et d'aller à des élections législatives. Oui, le 17 novembre prochain. Voilà, mais on verra bien. Bon, voilà, même si à ces élections-là, ils auront la majorité, parce que comme je l'ai dit tantôt, ils ont besoin d'une majorité. Est-ce que cette majorité sera mécanique ou pas? Mais je pense qu'ils seront jugés eux aussi par rapport aux actes qu'ils vont poser. Les actes qu'ils vont poser, c'est quoi? C'est répondre aux aspirations des populations. Développer l'agriculture, développer l'économie, faire en sorte que
quand même dans ce pays-là, qu'on puisse produire, retourner à la terre, faire de la distribution, toutes nos ressources que nous avons, nos ressources naturelles également, que toutes ces ressources également puissent aller à notre profit. Donc le champ est tellement vaste, le travail qui les attend est tellement lourd, je crois qu'aujourd'hui, et le temps aussi passe vite. Donc ils ont besoin de prouver. D'accord. Ils ont besoin d'une majorité. Peut-être ils auront cette majorité, ce que nous le souhaitons. Mais encore une fois, on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Oui, M. Mbouch, vous rajoutez quelque chose? Moi, il y a sur certains aspects, je ne suis pas d'accord avec M. Agnan quand même. Alors, en fait, quand il parle de chasse aux sorcières, il y a une chose, et pour moi c'est une quasi-certitude. Vous savez, ce régime-là, et pour le moment, il n'y a pas un opposant qui a été enfermé jusqu'à présent. On va en venir. Donc, est-ce qu'on peut parler de chasse aux sorcières pour le moment? On va parler de chasse aux sorcières, mais ça là, on va en venir. Mais je vous dis ça, dans l'opinion, les Sénégalais là, le régime là actuellement qui est en place, si ce régime là ne poursuit pas ces gars de Benno Bokk Yakaar là, croyez-moi, ils courent tout droit à leur perte. Parce que les Sénégalais, dans l'opinion... Et c'était une promesse électorale. Non seulement c'est une promesse électorale, la reddition des mais comptes. les Sénégalais se diront que... Donc il y a un deal entre ces deux entités-là. Ouais. Ils diront qu'il y a une combine entre ces deux entités-là. Tout à fait. Et je suis persuadé que les Sénégalais là ne vont pas les pardonner ça. Ils sont obligés de les traquer. Tout à fait. Ils sont obligés de les traquer. Sinon, ce sont eux qu'on va traquer. Ok. Alors, merci Mbouch, merci Moussa. Alors, la troisième raison, toujours, on est dans le chapitre de la dissolution de l'Assemblée nationale, l'usurpation des prérogatives constitutionnelles du président de la République pour fixer une date de déclaration de politique générale. Alors, on parle d'usurpation des prérogatives constitutionnelles. Alors, quelle analyse faites-vous sur ce troisième point? C'est cette troisième raison qui a poussé le président Bassirou Diomaye Faye à dissoudre l'Assemblée nationale. Bon, je ne vais pas revenir derrière, parce que même si a mal interprété peut-être mes propos, bon, mais je n'y reviendrai pas. Mais l'essentiel, c'est par rapport à la date du 13. 17. Non, il y a la date du 13 qui a été retenue pour une déclaration de politique générale. Oui. Alors, quand on a entendu hier le président dire qu'il y a eu certains se sont usés de ces fonctions en faisant usurpation, alors je n'ai pas du tout compris cela. Pourquoi ils n'ont pas pu éclairer la lanterne des Sénégalais dès qu'on a entendu la date du 13 septembre? Alors, quand on parle d'usurpation, je pense que d'usurpation, là, c'est clair. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de fixer une date pour que le Premier ministre vienne à l'Assemblée nationale faire sa déclaration de politique générale. Oui, mais moi je dis... Mais c'est à l'exécutif de le faire. Je pense que... Pourquoi ils ont attendu aujourd'hui pourquoi le président a attendu aujourd'hui pour le dire? Non, le président a cité trois raisons. Il ne pouvait pas le dire, mais il a cité trois raisons pour expliquer aux Sénégalais que ce sont ces trois raisons-là qui m'ont poussé à dissoudre l'Assemblée nationale. D'accord, mais en tout état de cause. Alors, et la troisième raison, c'est l'usurpation des prérogatives constitutionnelles du président de la République. En tout état de cause, en tout cas, il y a un flou, on ne comprend pas. Mais j'estime que cette déclaration de politique générale, moi, je ne faisais pas de ceux qui disaient « je ne crois pas que Ousmane Sonko viendrait devant cet hémicycle et parler de ce programme », parce que si on sait que ces députés également de la majorité sont hostiles, il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup d'invectivité, voilà. Donc, c'était venir pour l'humilier et pour rappeler son passé. Donc, c'est tout à fait normal que même
si Ousmane Sonko à un moment a dit que si à date échue je ne fais pas ma déclaration de politique générale à l'hémicycle, je le ferai dehors, même s'il n'y croyait pas. Mais quand même, il faut savoir raison garder. Avec cette 14e législature, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vu, parce qu'on a vu même les forces de l'ordre dans l'hémicycle intervenir pour faire passer des lois, on a tout vu avec cette 14e législature. Les gens se posaient cette question, ils se demandaient, est-ce qu'on a une assemblée? C'est quoi? Parce que les gens ne se retrouvaient plus à cette assemblée-là comme on le connaissait. Là où il y a des débats sérieux. Donc, il a raison, mais c'est tout à fait normal aujourd'hui d'effacer, parce qu'en tout, même cette assemblée-là ne portait vraiment pas l'image crédible du pays. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, des bagarres à l'Assemblée nationale, des invectives à l'Assemblée nationale, et ce sont des parlementaires qui le font. Et ça me ressemblait, comme on le dit, c'est de la marionnette, hein? Voilà, si on peut le dire ainsi. Alors, Mbodj, vous rajoutez quoi sur l'analyse de Moussa? Pour revenir un tout petit peu sur ce que vous faisiez allusion là, concernant l'usurpation des prérogatives du président de la République. Moi, j'ai entendu sur une chaîne de télé de la place, monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, dire clairement, depuis l'indépendance du Sénégal, jamais une date de déclaration de politique générale n'a été fixée par l'Assemblée nationale. Moi, j'ai entendu monsieur le ministre dire ça. Okay. Ça n'a jamais été le cas. C'est toujours l'exécutif qui choisit, qui fixe une date. Donc, il y a bel et bien une usurpation des prérogatives constitutionnelles du président de la République. Bon, on peut parler d'usurpation, mais c'est juste pour revenir que en fait, entre les relations conflictuelles, entre le régime en place et l'opposition. Et l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale. Oui, mais Abdou Diouf, quand par exemple le Premier ministre entend cette opposition dire venez faire votre déclaration, nous vous envoyerons une motion de censure, nous allons vous faire tomber. Quand l'opposition, quand par exemple l'opposition majoritaire, parce que c'est l'Assemblée nationale, dit déjà venez faire votre déclaration politique générale Ousmane Sonko, nous allons vous entendre, mais nous allons faire tomber votre gouvernement. Mais ça aussi, ça pose problème. Ça pose beaucoup de problème. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire tout simplement, tout cela, c'était une assemblée qui joue à la farce. C'est des relations qui sont tellement tendues. Et que le non-retour. Ouais. Voilà, c'est de la farce, tout ça. Alors donc, c'est une manière aujourd'hui, évidemment, quand le président rappelle toutes ces choses-là, il se donne bien raison de dissoudre. Mais je dis que, parce qu'il faut aller à ce qui est plus utile. Mais est-ce qu'il ne fallait pas dissoudre pour aller, aller sur l'essentiel? Oui. Parce que sans la dissolution, alors, le pays serait ingouvernable. Voilà, et on va assister à une 15e législature. Et on verra bien cette 15e législature. En tout cas, je me dis bien, s'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, je leur souhaite ça, parce qu'ils ont un programme. Mais il faut quand même aller aujourd'hui à ce que tout le monde attend, c'est de développer ce pays-là, de rationaliser les dépenses et que vraiment qu'on puisse voir autre chose la bonne gouvernance de manière générale. Voilà, changement systémique. Voilà, merci Moussa pour cette belle analyse. Alors, la dissolution de l'Assemblée nationale est actée maintenant. Alors, après la dissolution, les réactions de l'opposition ne se font pas attendre. Alors, on va essayer de décortiquer. Alors, Abdou Mbow, qui est de Benno Bokk Yakaar, il nous dit que ces deux hommes s'amusent avec les institutions. Alors, vous en dites quoi?
Bon, en fait, bon, vous savez, il faut les comprendre. Hein. C'est un peu, tout ça, c'est dans un élan de frustration. C'est un peu des frustrés, quoi. En fait, peut-être qu'ils ne s'y attendaient pas. Peut-être qu'ils attendaient que M. le Premier ministre Ousmane Sonko débarque à l'Assemblée nationale, qu'on va soulever le dossier Adji Sarr. On lui dira que M. le Premier ministre, qu'est-ce que vous nous répondez, par exemple, sur... Vous avez dit que, par exemple, vous n'allez jamais faire, vous allez faire une déclaration vous allez faire un appel à candidature pour certains postes, etc., etc. Donc, eux, ils attendaient à ça. Ils étaient prêts pour en découdre avec l'actuel Premier ministre. Et maintenant, c'est comme si on a déjoué leur plan. Et donc, ils se sentent un peu frustrés. Quoi. Bon, il faut les comprendre. Hein. Ok. Et Moussa, vous dites quoi sur la déclaration mais ce sera pas facile. Il accuse directement les deux, le chef de l'État et le Premier ministre. Ils disent qu'ils s'amusent avec nos institutions. Est-ce que réellement c'est un amusement? Oui, bon, je ne dirais pas c'est un amusement, parce que dans leur camp, ce sont les politiques qui parlent. C'est un peu difficile. Bon, c'est un amusement, mais ce que nous voyons, ce sera pas facile. Mais c'est une question sérieuse. Hein? Même avec la cohabitation avec l'opposition, dans ce pays-là, ne sera pas facile. C'est vrai, c'est une opposition qui va se former, c'est une opposition qui ira à l'Assemblée nationale, c'est une opposition également qui va mater, c'est une opposition qui va attaquer. Alors parce qu'il y a des gens qui sont bien là pour occuper ces... Mais, donc, ce ne sera pas facile. Parce qu'il nous faut une opposition quand même. Mais cette opposition va jeter l'anathème sur le régime. C'est pourquoi, c'est là, à partir de là, où le régime nous a l'obligation de faire des résultats. Des résultats par rapport à ce qu'ils ont promis. Oui. Si le régime fait des résultats, même si demain l'opposition crie à Dia, mais on saura que c'est de la politicienne. Ils seront là toujours pour se démarquer de ce que j'appelle cette farce politique. Et ça, ce qui va leur donner cette raison, c'est de faire des résultats. Faire des résultats par rapport à tout, réformer, faire la bonne gouvernance et voilà, développer à tous les niveaux ce pays-là. Okay. Mais tant qu'ils ne le feront pas, c'est une opposition qui sera prête également à les dénoncer. Ok. Alors, Bougane Gueye Dany également a réagi. Le temps de la résistance a sonné. Alors là, il appelle à la résistance. Avant de venir même à Bougane Gueye Dany, pour continuer un peu sur le cheminement de l'analyse de M. Moussa Niang, en fait, développer un pays, essayer d'être là où vraiment l'attente des Sénégalais pour mettre le curseur, en tout cas comme on dit, mais il faut avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Pour gouverner, il faut avoir la majorité. Je ne dis pas le contraire. D'accord. Pour gouverner, il faut avoir une majorité. Tout à fait. Confortable d'ailleurs. Et là, l'opposition qui est là, qui met des bâtons dans les roues. Quand il est question de voter un débat d'orientation budgétaire, ils prennent le contre-pied. Oui. Quand il est question de dissoudre certaines organisations budgétivores, ils prennent le contre-pied. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais le régime en place, il a vraiment les coups de France pour dissoudre cette Assemblée nationale. On va aux élections, maintenant ce sont les Sénégalais qui vont arbitrer. Et moi je suis persuadé que les Sénégalais vont donner une majorité confortable à ces gars du Pastef-là, ça c'est clair. Mais bon, c'est l'histoire qui se répète aussi, hein? Je ne suis pas d'accord. Si. Moi je suis pas d'accord. Quand Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, il avait besoin d'une majorité. Ouais. Même si les formes changent. Quand Macky Sall est venu au pouvoir également, c'est la même chose. Donc,
un président qui vient au pouvoir a besoin. Mais finalement, d'une majorité. ils ont eu cette majorité-là pour Oui, pouvoir gouverner. donc ils ont tous eu des majorités. Et là, oui. Wade l'a eu, et Macky Sall également l'a eu. Mais là où Et également, peut-être ce nouveau régime-là doit avoir l'avoir et peut-être gouverner. l'aura. Mais là où il faut marquer la différence, c'est même si tu as une assemblée majoritaire, il faut être une assemblée qui sera à l'écoute, une assemblée qui peut également rejeter un projet de loi, par exemple, et faire des amendements. Il faut que cette assemblée également travaille pour l'intérêt de tous les Sénégalais. Il faut une assemblée vraiment pas partisane, même si c'est issu de votre parti, mais il faut une assemblée qui va agir en chien de garde pour défendre les intérêts des Sénégalais. Mais est-ce que ces nouvelles autorités-là n'ont pas cet objectif-là? On verra, parce qu'on n'a pas encore vu. Pour changer complètement ce qui se faisait. C'est là où je dis qu'on attend de voir Moi, par contre, ce que sera demain. Moi, mon opinion, pour parer à ça, pour éviter cet éternel recommencement, peut-être cette fois-ci le temps est trop court. On va aux élections le 17 novembre. Mais à partir de cette élection-là, désormais, on change le mode d'élection des députés. Moi, je pense que c'est la seule alternative. Le mode d'élection des députés, là, c'est ce mode-là qui n'est pas bon. Il faut changer ça. Oui. Eux, ils l'avaient prévu. Ils l'avaient dit lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Peut-être que le temps est court pour changer le mode d'élection. Mais maintenant, s'ils parviennent à décrocher une majorité confortable, je crois bien qu'ils vont déposer un projet ou bien une proposition de loi pour changer maintenant le mode de scrutin. Parce qu'un mode de scrutin où, par exemple, proportionnel et majoritaire, ça il faut un scrutin à 2 tours, comme en France. Mais il faut un scrutin à 2 tours. Moussa Niang qui se sent vraiment utile dans son coin, dans son quartier, dans sa ville, dans son département, mais il peut battre campagne. C'est là où je dis que... Oui. Le député. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je dis que... Le député du président de la voilà, République. oui, c'est ce que... Même la bonne du président peut être député. Mais ça n'a pas de sens. C'est là où je dis, Abdou, que on veut une assemblée de rupture. Oui, on nous a toujours dit rupture. On nous a toujours pas... Bon, mais on nous a toujours parlé de rupture. Mais ce qu'on a vu, c'est pas une rupture. C'est une continuité. Mais aujourd'hui, une rupture totale par rapport à la politique. Parce que c'est comme si nous sommes enchaînés par la politique. On veut toujours, quand on a le pouvoir, on veut encore toujours être pouvoiriste et rester au pouvoir. Parce que quand je les ai entendus dire que nous serons là encore pour 50 ans, c'est pas vrai. Donc, moi je dis que soyez là pour, je ne sais pas, mais en tout cas, les Sénégalais aujourd'hui sont bien imprégnés, en tout cas, de cette ruse politique. Aujourd'hui, les Sénégalais ne veulent plus entendre de ces slogans, parce que même si Wade nous a vendu slogan, Macky, Pastef, ils nous vendent également tous des slogans. On n'a plus besoin de ces slogans. On a besoin aujourd'hui qu'ils nous règlent nos problèmes. Les jeunes ont besoin d'emploi. Hein? Les cultivateurs, les agriculteurs ont besoin d'être vraiment à l'aise par rapport à ce qu'ils font. Aujourd'hui, on a nos ressources. Voilà, on a nos ressources pétrolières, gazières. Ils avaient promis de revoir tous ces contrats-là. Il faut les revoir. Et ils sont en train de les revoir. Voilà, mais il faudra une bonne politique. Voilà, et il faudra passer à l'Assemblée nationale. Maintenant, il fallait régler le problème de l'Assemblée nationale. Oui. Alors, pour maintenant s'attaquer au problème. D'accord. Donc voilà, Abdou, industrialiser ce pays-là. C'est ça qu'on a besoin. Alors, merci. Je rappelle. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. En fait, moi, je voulais juste rajouter. Et là, franchement, je reviens quand même Moussa Niang. Pour le moment, ne parlons pas de rupture. Il n'y a pas encore de rupture quand même. Honnêtement. Mais soyez optimistes. Soyons optimistes. Mais pour le moment, il n'y a pas encore du tout de rupture. Parce que la rupture, c'est autre chose. Hein. Parce que ce n'est pas une assemblée comme ça qu'on va parler de rupture. Ce sera une assemblée majoritaire, mécanique, pour faire passer des lois. Mais il faut maintenant, même si par miracle,
actuellement le régime là à la majorité à l'Assemblée, mais faire en sorte de déposer, de proposer des lois vraiment qui vont opérer des ruptures. Tout à fait. C'est possible. Tout à fait. Par exemple, le mode de scrutin. Désormais, ce sera un scrutin à 2 tours. Tout Sénégalais qui se sent vraiment utile pour sa société, pour sa contrée, peut déposer sa candidature, faire acte de candidature. Et c'est possible. Oui, c'est ça, être un député utile. Utile pour son département. Pas un député du président de la République. Voilà, utile pour son département. Voilà. Et ceux qui les attendent également, ils ont vraiment du pain sur la planche, comme on le dit. Ce qui les attend est vaste. Parce que aussi, il faut revoir l'acte 3 de la décentralisation avec les localités. Aujourd'hui, il y a des localités qui sont acquises à la cause de Benno. Il ne faudrait pas léser ces localités-là. Il ne faut pas faire comme ce qui se passait. Quand tu n'es pas de moi, alors je vais te faire la guerre. Ils ont besoin de gouverner. Ils sont là, ils ont été élus. Ils ne doivent pas avoir de couleur politique. Donc moi, c'est cette guerre qui doit cesser. Le président de la République et le président de tous les Sénégalais. Voilà. Alors, merci Moussa. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons sur cette antenne M. Moussa Niang, qui est journaliste et analyste politique également. M. Mamadou Mbodj, analyste politique et chroniqueur. Alors, on va changer un peu de tempo. En Conseil des ministres, le président de la République a réitéré l'engagement de l'État à ne ménager, parce que nous traitons les actualités brûlantes, à ne ménager aucun effort pour asseoir le respect du culte et perpétuer la mémoire de nos mémorables guides religieux qui ont fortement contribué à la consolidation de l'unité nationale, à l'intégration africaine et au rayonnement international du Sénégal. Est-ce que là, avec tout ce qui s'est passé, les gens ont interprété surtout l'affaire Cheikh Oumar Diagne, c'est sorti là, je pense que le président vient d'éclairer les lanternes sur ce que disaient les gens. Alors pourquoi le gouvernement est si passif? Parce qu'un proche qui travaille au palais de la République, qui fait des sorties inavouées, quelle analyse faites-vous? Bon, moi, l'analyse que j'en fais, en fait, vous savez, l'affaire Cheikh Oumar Diagne, comme on dirait, quoi, c'est un autre embarrassant, quoi. C'est un autre qui est là, mais qui vous met dans l'embarras, quoi. Est-ce qu'il a été désavoué d'après cette déclaration-là? Moi, d'une manière, peut-être on peut dire qu'il a été désavoué, mais peut-être d'une autre manière. Bon, moi, je pense que le président de la République devrait normalement créer un ministère même du culte. Je dis bien un ministère même chargé du culte. Parce que dans un pays où on te dit que c'est un pays à 95 ou 90% de musulmans, où c'est un islam confrérique. Je crois bien que c'est un islam confrérique, et là vraiment nos confréries là, il va falloir créer un ministère qui est essentiellement chargé de gérer ces confréries. Tout à fait. Peut-être que ça créerait, ça réglerait pas mal de problèmes et amoindrir certains chocs, certains états d'âme, certains écarts de langage, etc. Donc il faut moi je ne parle même pas de direction, mais je parle d'un ministère érigé en un ministère carrément du culte, qui va dialoguer avec les chefs religieux, qui va dialoguer avec les hommes de culte, etc. Ça va permettre par exemple au président de la République, au Premier ministre, de vaquer à d'autres occupations. L'affaire Cheikh Oumar Diagne nous a donné l'opportunité de créer vraiment quelque chose. Qui va servir de tampon entre le culte, le religieux,
l'exécutif. Et l'exécutif. Ça, franchement, ça c'est mon opinion. Oui. Moussa, vous rajoutez quelque chose? Moi, je dis qu'il faut que ce régime également fasse beaucoup attention dans ses déclarations, parce qu'on avait entendu Surtout le voile. si c'est un proche. Oui, on avait parlé de voile, on a vu ce que ça a suscité, beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, on entend parler également de nos... On attaque nos sages, voilà, nos sages. Je crois qu'il faut faire très attention sur certaines déclarations, surtout à titre religieux. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un pays d'une réconciliation. Voilà, un pays calme et stable. Il faut éviter ces déclarations qui, quelque part, voilà, amènent un tout petit peu de l'animosité dans nos cercles religieux. Et je crois que... Et surtout si ça vient d'une seule personne, voilà, qui attaque toute une communauté. Voilà, il faut éviter... Là, même si c'est vrai, il y a une direction de culte au sein de la présidence de la République qui gère les affaires religieuses, mais c'est très sensible aussi. Parce que dans son pays, il n'y a pas que de musulmans, il y a d'autres religions qui sont là. Il faut faire preuve de tolérance, d'acceptation, et il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas avancer, parce que tout simplement ça n'a pas intérêt à nous avancer, ça ne fait que nous diviser. Alors donc ce sont des choses qu'il faut éviter, et chez Omar Diagne, je lui donne un petit conseil. Hein? Il doit présenter ses excuses. Il doit présenter ses excuses et éviter quand même de dire des choses pareilles. Tout à fait. Voilà. Merci Moussa. Alors, beaucoup de polémiques sur le logo Jubal Jubanti sur les documents administratifs. Parce qu'on a constaté ces temps-ci qu'il y a beaucoup de documents administratifs où on a mis le logo, ce logo-là, Jubal Jubanti. Alors, et les gens, qu'en dites-vous? Non, ça ne fallait pas le faire. Le Jubal Jubanti, c'est un slogan. C'est comme l'ancien régime avec Macky Sall. Gestion sobre et vertueuse, la patrie avant le parti. Et après. Et pourtant, certains critiquent ça. Critiquent le logo là. Le logo là. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. On n'a pas besoin de mettre le logo Jubal Jubanti sur les documents administratifs, par exemple. Pour faire quoi? Ça ne fait pas partie, non? Le Jubal Jubanti. Mais c'est un slogan, non? Ouais. Il a été créé de toutes pièces par un régime qui débarque. Ouais. Mais ça ne fait pas partie de nos actes administratifs. Okay. Un peuple, un but, une fois. Ok, ça tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Mais Jubal Jubanti, c'est un slogan, mais qu'il faut traduire maintenant en actes. Ok. Tu sais. Il n'y a pas un peu de publicité là-dedans? Mais c'est de la publicité. Et moi, je ne suis pas en phase avec cette publicité. Ouais. Parce que le régime là aussi, tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a pas encore pour le moment de rupture. Parce que aussi la rupture, le président l'a dit dans une de ses déclarations, la rupture, c'est comme de l'eau salée qu'on doit boire. Mais cette eau salée là, il faut d'abord la boire, vous, avant de la faire boire à Mouchania ou bien à la population. Moi je pense que la rupture là, moi j'attendais cette rupture sur nos dirigeants, sur deux aspects par exemple. Quels sont ces deux aspects? Très bien, ces deux aspects. Moi, je débarque là, bien élu par les Sénégalais avec 54%, confortablement assis sur mon fauteuil. La première rupture que je vais opérer. Ok, un président de la République ou un premier ministre ne peut pas être pauvre. Mais on avait dit que les fonds politiques là, c'est pas bien. On ne peut pas se démarquer des fonds politiques, mais on va les encadrer. Comment? On va rétrécir, diminuer considérablement les fonds politiques et on va créer une sorte de comptabilité beaucoup plus visible avec bien retracé dépenses, entrées,
sorties, etc., avec tous les bénéficiaires et tout. En tout cas, ce nouveau régime n'en parle pas. On l'a laissé intact comme voilà. C'est pour cela j'ai dit que pour le moment, ne parlons pas de rupture. Okay. Il n'y a pas de rupture pour le moment. C'est une continuité. La rupture là, mais c'était sur les fonds politiques. Ensuite, deuxième aspect, les fonds communs. Mais comment vous pouvez concevoir dans un état de droit, dans un état comme le Sénégal, un corps constitué qui sont des fonctionnaires comme tous les autres fonctionnaires, comme l'enseignant, comme le médecin, comme l'agriculteur, qui se permettent d'encaisser par exemple chaque trimestre 10, 15, 20, 30, 40 millions, 50 millions. Mais ça c'est du n'importe quoi. Au nom de quoi? Dans un pays très pauvre. Très pauvre, où la population... Et pourquoi? Parce que ce sont eux qui encaissent l'argent. Vous encaissez l'argent et vous bouffez l'argent en même temps. Ils encaissent l'argent pour bouffer ça en même temps. Ils se le partagent. Vous croyez que ça, c'est ça la rupture? Et ça, vraiment... Ça, c'est ça la rupture, ça? Et les Sénégalais sont en train de... Mais on n'a pas besoin de se rupture. Mais ça, là. Voir, d'analyser. Il faut mettre ça à ça. Bon, c'est très tôt de les juger aussi, parce que aussi, bon, il y a des réalités, parce que évidemment, quand je vous entends, vous les jugez déjà, bon, mais il y a des réalités aussi, il y a aussi les réalités du pouvoir. Bon, on ne peut pas venir éliminer des caisses noires, etc., des fonds communs. Non, bon, on a besoin de ça pour fonctionner. Mais ce qui est important, c'est comment l'utiliser. Voilà, et surtout, à bon escient. Voilà, on a besoin que ces promesses-là sortent de terre. Parce que ce pays-là, pour réellement le développer, je l'ai dit tantôt, il faut l'industrialiser. Il faut créer à partir de nos terres. Quand on récolte, transformer, créer des usines dans chaque région, transformer, commercialiser, distribuer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'intérieur que nous importons. Donc, développer l'agriculture. Voilà. Ça, on a tout. Hein. On a la terre, voilà, on a tout l'eau, on a l'eau, on a le soleil, on a la main-d'œuvre. Voilà. C'est très important. Voilà, pour développer un pays. Quand on a toutes ces choses-là, on a maintenant ce qui nous reste, c'est une bonne politique. Voilà, de développement. Donc c'est bon et qu'il faut rationaliser, il faut réduire le train de vie de l'État, il faut évidemment faire des réductions de comptes, il faut lutter contre ces évasions fiscales, il faut lutter contre la corruption, les blanchiments de nos capitaux, parce que tout cet arsenal-là font en sorte que notre pays donc est toujours au bas de l'échelle. Donc, c'est bien d'attaquer ces choses-là, parce que peut-être auparavant, les gens ne payaient pas de l'impôt. Il faut que l'impôt maintenant soit exigé à tout le monde. C'est assainir le milieu des affaires, assainir l'économie. C'est vrai que c'est difficile parce que, comme on l'a entendu, l'État est en ruine parce que on a pillé. Le président l'a dit. On a trouvé une situation catastrophique économiquement, et parce que nos précédents, les régimes précédents, le régime en tout cas, mais le régime précédent, on a laissé beaucoup de tard. Donc il faut redresser le pays sur tous les plans. On sait que c'est pas facile. Il faut y aller, poser des actes, et on verra bien. Et là, ils ont besoin de la contribution de tout un chacun. Parce que quand même, il faut reconnaître qu'un pays qui est sous le poids de la corruption, du blanchiment des capitaux, ne peut pas se développer. Il faut une bonne gouvernance, il faut une bonne gestion de nos finances publiques. Alors, ce sont des aspects qui sont fondamentaux pour développer un pays. Donc, s'ils attaquent
ces fondamentaux en les redressant, je crois que c'est poser les balises du développement. Donc on a 5 ans, peut-être 3 ans, ça va les prendre pendant 3 ans pour poser ces balises-là, et comme on fait une maison, hein, et pouvoir maintenant aller progressivement. Donc tout cela, il faut le reconnaître. Hein. Ok. Moussa, vous voulez ajouter quelque chose, M. Mbodj? Le pays était malade un peu partout. Presque... C'est juste pour ajouter, parce que j'avais entendu un monsieur dire que, monsieur, je crois bien que c'était un japonais, en tout cas, c'était un étranger, quoi. Parler sur le de couleur jaune, je crois, hein. Disait que mais vraiment, vous les Africains, là, il y a quelque chose qui me choque, quoi, qui me dérange. Dans un continent où il y a l'eau, il y a la terre. Et quelle terre? Terre arable. Tout à fait. Cultivable. Les meilleures terres. Où il y a le soleil en permanence. Ces gens-là ne doivent pas être pauvres. Et surtout la main-d'œuvre, la jeunesse. Le fort de l'Afrique. 70% de la population a moins de 25 ans. Des forces valides. Vous avez les meilleures terres, vous avez l'eau en abondance, vous avez le soleil, et vous êtes pauvres. Alors d'ailleurs, c'est ce qui nous amène à ce point-là, à ce dernier point-là, les nombreux jeunes qui quittent le pays pour aller dans d'autres horizons, surtout l'Europe. Alors d'ailleurs, ces temps-ci, ce qui arrive à nos jeunes est vraiment regrettable. Alors d'ailleurs, le président de la République en parlait. Le président promet une traque sans répit du trafic des migrants. Bassirou Diomaye Faye a appelé les jeunes à rester au pays et à ne pas céder à l'illusion d'un avenir meilleur ailleurs. Alors, si le président dit ça, donc ça veut dire que le problème est énorme. Vous savez, l'immigration quand même. Les jeunes sont désespérés. Bon, je ne parle même pas de jeunes qui sont désespérés. C'est vrai que la jeunesse actuellement est désœuvrée quand même. Désœuvrée, désemparée, désespérée. Tous ces qualificatifs dont vous voulez. Mais n'oublions pas aussi que l'immigration clandestine, c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène franchement africain. Et même au-delà même de l'Afrique, on a vu les Mexicains qui traversent le Rio Grande. Chaque jour, on voit des milliers et des milliers de Mexicains qui traversent le Rio Grande. Beaucoup périssent en mer. Mais M. Mbodj, si ces migrants-là, ils vont où? Ils vont en Europe, ou bien aux États-Unis. Oui. Alors, aux États-Unis, les Mexicains. Mais les Européens... Nous, les Africains, c'est plutôt l'Europe. Mais les Européens ont travaillé jusqu'à arriver à un stade de développement extraordinaire. Pourquoi pas ces pays-là où quittent les migrants? Ils ne doivent pas se mettre au travail. Mais je ne suis pas tout à fait... Ça. Je suis d'accord en partie avec vous, mais pas totalement. Ok. Pourquoi vous les Européens, ils se sont bagarrés pour se hisser à ce niveau-là. Ils se sont industrialisés, n'est-ce pas? N'oublions pas la révolution industrielle du XVIIe siècle. Tout à fait. N'est-ce pas? On est d'accord sur ça. Mais l'Afrique et l'Europe, ce n'est pas les mêmes. Il y a un antagonisme entre ces deux continents. Les Européens, ils ont bénéficié d'un facteur qui a fait leur décollage. Mais les Africains, ils ont un blocage. Le blocage de l'Afrique, ça se situe au niveau des Européens. C'est l'Europe qui constitue le facteur bloquant pour le décollage de l'Afrique. Parce que n'oubliez pas que le blocage de l'Afrique, ça veut dire que c'est la perte de l'Europe. Hein. Les Européens, ils font tout. Donc, ok, ils disent que on a l'FMI, on a la Banque mondiale, etc. On finance des projets de développement, on finance des projets de n'importe quoi pour financer les Africains. Mais d'une autre part, ils font tout pour que l'Afrique ne décolle pas. Hein.
ils font tout pour que l'Afrique ne décolle pas. Parce que c'est comme un pesanteur sur le dos de l'Afrique. Mais est-ce qu'il n'est pas temps que nos dirigeants changent de stratégie aussi également? Changent de paradigme. Mais aussi, il y a un aspect que je suis en train de voir qui est là, qui se décide. Je ne suis pas d'accord aussi sur cet aspect-là. Tu sais, cet aspect-là, c'est quoi? C'est comme si c'est changer de maître. Je quitte Avant, c'est la France qui est le maître du Sénégal. Maintenant, on dit qu'on va changer de maître. On quitte le maître France. On va vers la Chine. Le maître Chine ou Russe. Non. On n'a pas besoin de maître. Nous, Africains, on n'a pas besoin de maître. On a besoin de nous-mêmes. Très bien. On a besoin de nous-mêmes. Maintenant, ce qui s'appuie sur nos propres forces, sur notre propre jeunesse pour pouvoir décoller. Parce que les pays qui se sont développés se sont appuyés sur leurs propres forces. Le sommet passé, Chine, Afrique. J'ai écouté un débat sur une chaîne marocaine. J'ai un peu oublié la chaîne. C'est une chaîne marocaine. J'ai écouté un débat assez intéressant. Ils ont invité un expert pour dire maintenant comment faire les Africains, quel est leur levier, ou bien quels sont les leviers où doivent passer les Africains pour pouvoir se développer. Avec cette coopération Chine-Afrique. Il y a le monsieur qui dit que le seul levier assez important pour prôner vraiment le développement de l'Afrique, c'est le transfert de technologie. Il n'y a pas de meilleure solution. Nous, on a tout. Tu sais ce qui nous manque, c'est deux choses. De bons dirigeants, surtout, et la technologie nécessaire. Maintenant, si on accède à la transfert de technologie, ok, nous avons les ressources, nous ne pouvons pas les exploiter. Nous avons les ressources, mais nous ne pouvons pas les exploiter. Vous avez l'expertise nécessaire pour exploiter ces ressources qui sont chez nous. D'accord, vous venez, on va échanger. Un partenariat gagnant-gagnant. Mais ce qui se faisait, on vous donne des ressources à exploiter. Mais en contrepartie, vous faites ce qu'on appelle transfert de technologie. Vos ingénieurs, vos experts, vos scientifiques vont montrer à nos garçons-là comment faire pour, par exemple, transformer l'uranium, comment faire pour transformer l'or. Pour extraire le pétrole. Au bout de quelques temps, peut-être ce transfert de technologie-là, vous allez partir. Mais nos jeunes-là, ils seront assez compétents pour pouvoir maintenant développer nos recherches, nos ressources, etc. C'est ça dont nous devons nous atteler. Tout à fait. Et ça, c'est important. Nous, on a vraiment toutes les chances de se développer. Mais ce qui manque, c'est la volonté politique. Mais il faut là de bons dirigeants qui savent dire non, arrête. Des panafricanistes, n'est-ce pas? Des gens qui aiment mais c'est ce qui manque. Mais un dirigeant qui est là, peut-être pas comme Moussa Niang, mais comme Ibrahim Mbodj ou comme Mamoudou Sakho. Ok, on a besoin de ressources. On vous donne par exemple des dessous de table. Si tu veux, on te donne même 10 milliards, 20 milliards. Toi, tu vas vendre ton pays pour ton propre intérêt. Donc nous, on a des problèmes de dirigeants. Mais imaginez-vous, si on fait par exemple transfert de technologie, on forme 100 jeunes sur la transformation de l'or, la transformation de l'uranium. Quels sont les procédés pour arriver, par exemple, que la bauxite soit transformée en uranium? Regarde tous ces procédés-là. Si tous ces procédés sont appris, sont inculqués à ces jeunes-là, regarde ce qu'on gagnerait. En tout cas, il y a certains pays qui commencent à prendre leur destin en main. On peut prendre l'exemple de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Maintenant, on ne sait pas ce que cela va donner. De toute façon, on va voir. Qui vivra verra. Alors, merci M. Mbodj d'être venu. Votre dernier mot. Voilà, voilà, parce que Mbodj a beaucoup parlé, pris beaucoup de temps. Vous me permettez tout juste. Il faut résumer. Voilà, on a appris quand on était un peu plus, l'Afrique, terre des malheurs. C'est vrai que si l'Europe s'est développée, c'est au détriment de l'Afrique. Donc cela veut dire que ça c'est une problématique qui date de très longtemps.
Alors, et si on voit un peu cette balkanisation, c'est un tout petit peu cette domination qui a entraîné aujourd'hui, voilà, qui fait et qui continue à faire ses frais. Donc, on comprend bien que tous ces jeunes-là aspirent à aller en Europe pour avoir une vie meilleure, par n'importe quel moyen. C'est parce que également on a tout fait pour que l'Afrique, bien que soit une terre promise, mais qui ne se développe pas. Et ça, c'est ça qui est paradoxal, mais c'est une volonté voulue, en tout cas par ces Européens qui ont tout fait pour installer des Africains au pouvoir, mais des Africains qui travaillent pour eux. Donc toute cette façon de faire là a fait aujourd'hui une certaine révolution, a créé une révolution et portée aujourd'hui par des jeunes générations et qui disent à travers ces slogans, il faut le Djubanti, il faut changer, il faut un changement systémique, on ne peut plus dépendre des autres. Or on a des richesses partout, alors il faut revoir tout ça. Bon, donc aidons ces jeunes à rester. Comment? En pourvoyant donc ces jeunes de richesses économiques. À partir de ce moment, bon, ils vont rester. Mais tant qu'il y a cet espoir qui n'est pas réalisé, là où le jeune, par exemple, peut trouver son vie, il va partir à sa vie, à ses risques et périls. Voilà. Merci Moussa. Je pense qu'on a largement dépassé le temps parce que le débat était très enrichissant. Merci d'être venu. C'est un plaisir de vous recevoir sur cette antenne. C'est partagé. Voilà, vous donnez votre dernier mot simplement. Non, on a été vraiment ravis de partager le plateau avec vous, d'éminentes personnalités du journalisme, M. Moussagnan, M. Abdou Diouf, et vraiment, ça a été un grand plaisir et un débat vraiment instructif. Merci. Moussa? Voilà, merci Abdou Diouf, merci Mbodj. Ça a été un plaisir de répondre à votre invitation. C'était un plaisir également pour moi de vous recevoir sur cette antenne, Mamadou Mbodj et Moussa Niang. Merci au rédacteur en chef, Moussa, je le répète. Merci également au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, et au personnel de Océan FM. Merci à nos chers auditeurs. Merci. La partie technique a été assurée par Ibrahim Diop. Votre ami à la présentation, Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre numéro.